Bonjour et bienvenue sur laloge-maçonnique.fr, podcast, articles, livres, vidéos et forums. Et désormais, vous le savez, tous les événements autour de chez vous, tous les événements maçonniques dans notre onglet agenda sur donc laloge-maçonnique.fr. Alors, juste avant de lancer ce nouveau podcast, je vous rappelle que la Loge Maçonnique est un projet créé par des francs-maçons passionnés et de manière totalement bénévole, et que vous pouvez nous aider en soutenant avec nous le coût des serveurs ou alors les noms de domaine ou tout ce qui est nécessaire à ce site pour exister. Et pour cela, eh bien, tout simplement, vous pouvez faire un don sur notre page Tipeee dont le lien est en description de ce podcast. Voilà, j'ai fini cette petite présentation et puis désormais on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de Joséphine Baker, du profane à la lumière, et pour cela, eh bien, on a beaucoup de chance et on a le plaisir d'accueillir un franc-maçon expert sur la question et puis un franc-maçon extrêmement populaire puisqu'il s'agit du frère du Grand Orient de France, Laurent Kupferman. Bonjour Laurent. Alors, Laurent, juste avant de vous laisser la parole, je vais peut-être finir de vous présenter à nos auditeurs. Ben, vous êtes également, au-delà d'être franc-maçon, un écrivain à succès, puisque vous avez écrit Rassembler la franc-maçonnerie, une voie vers soi et vers les autres. Vous avez également écrit 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Vous avez coécrit avec Emmanuel Pierrat ce que la France doit aux francs-maçons et ce qu'elle ne leur doit pas. Et puis également en coécriture avec Emmanuel Pierrat, Paris maçonnique. Vous avez écrit Les aventuriers de la République, ces francs-maçons qui ont fait notre histoire. Et puis par exemple, on pourrait citer également Le Temple secret. Voilà, vous avez écrit beaucoup de livres à grand succès. D'ailleurs, mon cher Laurent, je dois vous féliciter puisque vous avez reçu le prix de la laïcité 2022. Mention droit humain, cela à la fois d'ailleurs pour la pétition que vous avez lancée Osez Joséphine, pour votre documentaire Joséphine Baker, un destin français, et puis enfin pour votre livre Rassemblé. Alors encore une fois, 1000 fois bravo Laurent pour ce joli prix, et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de Joséphine Baker, du profane à la lumière. Bonjour et comment allez-vous ? Bonjour Alexis, écoutez, je vais bien, je vous remercie. Parfait. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient à cœur et comme on le disait à l'instant, sur lequel d'ailleurs vous avez été félicité par ce prix, notamment Joséphine Baker, du profane à la lumière. Alors, peut-être la première question, avant toute chose, c'est qui était finalement Joséphine Baker ? Alors Joséphine Baker, c'est une femme qui naît le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille qui habite dans le ghetto noir, bien entendu, même si son père était blanc. Néanmoins, d'ailleurs, ce métissage, je dirais pas que ça lui posera un problème au sens psychologique, mais néanmoins, elle aura toujours un questionnement parce que vous savez que quand vous êtes métisse, vous n'êtes pas assez blanc pour les blancs et pas assez noir pour les noirs. Et faut pas oublier aussi qu'en 1906, à Saint-Louis, il règne aux États-Unis d'Amérique, donc il règne un régime tout à fait discriminant puisqu'il y a la ségrégation raciale, c'est-à-dire qu'il y a une vie pour les blancs, une vie pour les noirs, concrètement des autobus pour les blancs, des autobus pour les noirs, des restaurants pour les blancs, des restaurants pour les noirs, des écoles pour les blancs, des écoles pour les noirs, vous m'avez compris. Et donc Joséphine, elle est à la fois donc dans un milieu extrêmement pauvre, mais quand je vous dis pauvre, c'est pauvre. Elle est obligée de travailler dès l'âge de 7 ans, en plus de sa scolarité, pour faire des ménages dans des familles blanches américaines. Et ça ne se passe pas très bien, d'abord parce qu'elle est une toute jeune fille et que de temps en temps, il lui arrive de briser la vaisselle. Et lorsque c'est le cas, elle est régulièrement punie. On lui trempe les mains dans l'eau bouillante. Elle dort dans des caves qui sont évidemment pas chauffées. Le seul
la seule source de chaleur et d'affection qu'elle a, c'est un chien avec qui elle dort collée. Donc vous voyez, c'est tellement, en fait, c'est tellement terrible que sa patronne, entre guillemets, sera dénoncée par la police et Joséphine sera placée dans une autre maison. Elle passe de la maison de Madame Kaiser, qui la maltraitait, à la maison de Madame Mason, qui, elle, l'accueille bien. Je vous laisse réfléchir sur le nom des dames qui l'accueillent. Et là, chez Madame Mason, ça se passera bien. Elle sera traitée de manière humaine, normale, j'ai envie de dire, puisqu'elle aura une chambre. Et surtout, Madame Mason l'emmènera voir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle l'emmènera au spectacle, et c'est là que naîtra probablement le désir de Joséphine Baker de faire du musical. Alors, j'ance peut-être une blague, mais peut-être que Monsieur Mason était plus humaniste. Je sais pas. Alors, j'ai compris votre blague. Monsieur Mason n'était. Alors, c'est pas le meilleur exemple d'humanisme que j'aurais choisi, Monsieur Mason, comment dire, était attiré par Joséphine Baker et pas dans des conditions tout à fait conformes. Ok. N'est-ce pas? Bon, ma blague tombe à l'eau pour le coup, malheureusement. Oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles elle quittera cette maison-ci. Mais de toute façon, Joséphine, elle est attirée par le show business et elle va voir des compagnies dans lesquelles elle pourrait travailler, hein, encore une fois, la ségrégation. Et alors, elle frappe aux portes, hein, elle est extrêmement volontariste, mais on lui dit, voilà, d'abord, elle ment sur son âge, elle dit qu'elle est majeure, elle n'est pas du tout majeure, elle a 13 ans. 13 ans, âge auquel elle se marie pour la première fois avec Willie Wells. Alors, c'est peut-être au début un mariage d'amour, mais ça se termine très vite mal parce que Willie Wells est plus amoureux de l'alcool que de sa femme. Mais ça permet à Joséphine de quitter un giron familial dans lequel elle n'est pas très heureuse. Et là, elle rejoint une troupe à Philadelphie où elle fait la rencontre de Willie Baker qui l'épousera et qui lui donnera évidemment son nom parce qu'elle est née Joséphine Frida McDonald et par ce mariage, elle deviendra Joséphine Baker. Alors, il n'y a pas que ça qu'elle trouve à Philadelphie, c'est aussi, elle trouve le succès. Parce que, alors le succès, toutes choses étant égales par ailleurs, mais elle finit par être engagée dans cette troupe où elle a tout fait pour rentrer, elle a tout essayé. Elle a essayé d'être costumière, d'être régisseuse, et comme elle était très intelligente, elle apprenait tous les rôles par cœur en se disant il y a bien une danseuse un jour qui va, voilà, hein, c'est la vie. Et elle a eu raison. Sauf qu'elle ne dansera pas. Le directeur de la troupe lui proposera de faire un personnage et elle arrivera à créer ce personnage. Vous savez, ce personnage qui louche, ce personnage qui gonfle les joues, qui joue avec ses jambes comme on la verra un peu plus tard, quelques années à Paris. Eh bien, elle le crée à ce moment-là aux États-Unis et ce personnage connaît un immense succès, ce qui fait que cette troupe accueille de plus en plus de public et s'installera même à New York où elle a un succès et où les spectateurs viennent en disant est-ce que c'est bien ce spectacle où il y a la petite fille rigolote qui gonfle les joues et qui louche et donc vous voyez Joséphine Baker, elle a fait de ses défauts des forces et ça c'est vraiment quelque chose qui la caractérisera toute sa vie, cette capacité de résilience. Alors, elle est dans ce cabaret à New York, tout marche bien pour elle, hein, elle gagne très correctement sa vie. Et puis, il y a une dame qui arrive, qui s'appelle Caroline Dudley Reagan, qui est l'épouse du chargé d'affaires à Paris et qui a été, j'ai envie de dire, engagée par le directeur de la Revue Nègre, par le directeur du théâtre des Champs-Élysées qui veut monter à Paris la Revue Nègre. Et Caroline Dudley, elle est envoyée à New York pour faire un casting, pour aller chercher
les meilleurs représentants de la culture afro-américaine dont Paris est extrêmement friand. Il y a une mode, une appétence pour tout ce qui est culture afro-américaine à Paris à ce moment-là. Et Joséphine est remarquée. euh, Caroline Dudley lui propose de venir à Paris. Joséphine, elle hésite. Elle a 19 ans. Elle ne parle pas la langue. C'est quitter un pays qu'elle connaît, bon, qui est pas terrible, avec la ségrégation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle fait bien d'hésiter parce que Caroline Dudley triple son cachet. Donc, du coup, Joséphine prend le paquebot, le Belgravia. Elle est à son bord avec un autre artiste inconnu, lui aussi à l'époque, qui participera à la Revue Nègre, c'est Sidney Bechet. Et Mmh. ils traversent l'Atlantique et puis ils arrivent sur pas à Paris bien entendu, ils arrivent au Havre. Et quand ils prennent le Havre le Havre, le train pour Paris, ils arrivent à la gare Saint-Lazare. Et il y a quelque chose qui frappe Joséphine très fortement. Elle arrive, elle ouvre la porte du train et là, un homme lui tend la main et lui sourit. Et cet homme, c'est un homme blanc. C'est la première fois qu'un homme blanc l'aide et lui sourit. C'est la première fois, en arrivant à Paris, que Joséphine se sent comme une personne et non plus comme une couleur. Mmh. Je crois qu'on peut penser, s'il n'est pas interdit de penser, que c'est à ce moment-là, au début en tout cas, le début d'une histoire d'amour entre un pays où bien évidemment il y a du racisme en France. Il ne s'agit pas de dire que la France c'était le paradis et que tout le monde s'aimait. Et bien entendu, le racisme c'est consubstantiel à la nature humaine, Mmh. malheureusement. Mais néanmoins, il y a un pays qui traite les hommes et les femmes issus de cultures et de couleurs différentes en égalité. Voilà. Donc après il y a les problèmes qui sont liés entre les êtres humains, les problèmes de mauvaises relations entre les êtres humains. Mais Joséphine, elle le raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Elle dit c'est extraordinaire. Je m'assois dans un café, je suis servie par un blanc. Ma femme de ménage à l'hôtel est une blanche et on s'entend bien. Il y a une belle ambiance, etc. Donc voilà, je crois qu'il y a c'est à ce moment-là que commence cette grande histoire d'amour avec la République française. Bien sûr, évidemment, ça passera par la grande histoire d'amour entre le public parisien et Joséphine, qui va éclore de manière fabuleuse au théâtre des Champs-Élysées avec cette revue Nègre en octobre 1925 qui marquera les débuts de Joséphine Becker à Paris. Alors, je vous ai dit que ça provoque un engouement général, c'est vrai, un engouement général des artistes, un engouement général des critiques, un engouement général du tout Paris qui aime faire la fête pendant ces années folles, mais je veux signaler, parce que on le passe souvent sous silence, qu'il y a aussi un, un mouvement de Mmh. contestation, Mmh. de voir cette femme pour eux, elle n'est pas métisse, elle est noire. Mmh. Donc, qui danse presque nue, elle a juste un pagne, euh, qui est divorcée 2 fois, qui est toute jeune, ça provoque aussi une réaction d'antipathie, une vague, oui, disons-le, de rejet, de Mmh. racisme. Et qui Et a du donc, les succès choses en ne sont... plus, et qui représente l'admiration et le Ah, succès. Donc ça exacerbe ce côté, j'imagine, ce côté raciste et critique. très probablement, il y a de la jalousie, voilà, mais enfin bon, vous connaissez Homo sapiens. Donc, et donc, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est grave pour Joséphine, c'est que une fois la revue terminée, vous connaissez très bien Alexis Paris. Paris, vous faites une fois un succès, tout le monde vous idolâtre, mais ensuite vous aime, mais ensuite il faut répéter le succès, le refaire, le refaire. Et Joséphine elle a à ce moment-là, elle fait la rencontre d'un homme. D'ailleurs, toute la vie de Joséphine sera
parsemée de rencontres avec des hommes avec qui elle va bâtir. Elle fait la rencontre d'un homme qui est extraordinaire, qui est Giuseppe Abatino, qu'on appellera plus familièrement Pepito. Alors, Giuseppe Abatino, c'est qui? C'est un homme, euh, comment dire, un mythomane. Il se fait appeler le comte Abatino, alors qu'il n'est pas plus comte que vous et moi, il est tailleur de pierre. Là encore, tailleur de pierre. Et, euh, mais c'est pas grave, c'est les années folles, et puis ça fascine Joséphine. Elle aime cet homme l'aime, et ils vont, ce sera son mentor. Ils vont ensemble bâtir pendant 10 années la carrière de Joséphine. Il lui fera faire évidemment du cinéma, c'est lui qui lui fait faire Zouzou avec Jean Gabin, il lui fera faire quelque chose d'extraordinaire. Souvenez-vous, c'est une danseuse à la base. Il va lui faire apprendre à chanter et elle va créer en 1931 au Casino de Paris, évidemment, J'ai deux amours, le tube planétaire que tout le monde connaît encore. Eh bien, c'est grâce à Pépito. C'est grâce à Pépito aussi qu'elle fera ses premières mémoires. Alors, elle est très jeune, d'accord, mais c'est pas grave. Elle fera aussi un livre engagé sur la discrimination raciale qui s'appelle Mon sang dans tes veines, à 26 ans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose quand même qui est ancré en elle, ce désir de combattre la peur de la différence. Donc, et puis surtout, Pépito va lui faire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui faire faire des tournées. Alors des tournées en Europe, où là reviennent des conflits avec les églises. Quand elle fait des tournées en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, l'Église demande à ce que personne n'aille voir ses spectacles, Joséphine la vicieuse, et que celles et ceux qui sont tout de même allés, alors que l'Église fait sonner les cloches pendant ces spectacles, elle demande à celles et ceux qui sont toujours allés de se confesser. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez obsessionnel sur cette femme, de vouloir la combattre, alors pour sans doute plein de raisons. Mais elle va ensuite aux États-Unis d'Amérique parce que pour elle, il y a quelque chose d'une revanche. Elle avait été un peu, bon, elle a eu un petit succès, mais elle avait été aussi beaucoup rejetée. Eh bien, elle veut montrer aux États-Unis, en y arrivant, ben, vous voyez, moi je suis parti, j'étais discriminé, je suis parti, bon, j'ai eu un petit succès, mais voilà, je suis devenu une star à Paris et je suis devenu une star en Europe. Alors, malheureusement, elle fait les X-Fit Follies, c'est quand même le spectacle à la mode à New York, mais malheureusement, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien d'abord pour des raisons pratiques, parce que elle a fait des réservations à l'hôtel et quand elle arrive à l'hôtel, ils font semblant de chercher sa réservation parce qu'elle est noire. Et quant à Pépito, on lui interdit d'aller dans la chambre d'emmener Joséphine dans sa chambre parce qu'il est blanc. Déjà, ça c'est quand même tout à fait humiliant. Mais en plus, d'un point de vue artistique, ça ne se passe pas bien non plus. C'est-à-dire que les Américains trouvent qu'elle a trop l'accent français et que pour eux, bon, bah, ils trouvent que bon, bah, très bien, ça plaît à Paris, mais à nous, disent-ils, ça ne nous plaît pas. Donc ça se passe. Il y a un petit goût d'amertume dans cette première tournée américaine. Ils finissent par, j'allais dire un gros mot, ils finissent par se disputer. Voilà, Alexis et Joséphine. Il part en claquant la porte, il prend le paquebot, il rentre à Paris. Et Joséphine finira par rentrer à Paris. Et quand Joséphine revient, eh bien, Giuseppe Pepito est mort d'un cancer. Alors Joséphine se retrouve totalement désorientée, seule. Et c'est là qu'elle fait la rencontre d'un homme assez extraordinaire, qui est Jean-Léon Lévy, qui est un sucrier juif, comme son nom l'indique, et c'est lui qui a inventé les bonbons La Pie qui chante. Et là naîtra une passion, avec tout ce que veut dire passion, la brièveté aussi de la passion. Mais ce qu'on peut retenir
il y a deux choses qu'on peut retenir de ce mariage avec Jean-Léon Lévy. Trois. La première des choses, c'est que tout de même, épouser un juif en 1937, c'était la preuve d'une grande liberté et d'un grand courage, parce que c'était pas spécialement à la mode. La deuxième chose, c'est que, et qui n'est pas des moindres, c'est que Joséphine Baker deviendra française par ce mariage Mhm. en 37. Et la troisième chose, c'est que une fois divorcée, le mariage dure 14 mois. Une fois divorcée, Joséphine se souviendra de la famille de Jean-Léon Lévy et leur permettra de s'exfiltrer du territoire. Ils iront aux États-Unis, ils échapperont au camp de la mort. Vous voyez, ça aussi, c'est Joséphine. Cette fidélité, ce courage, Ce courage, cette ouais. liberté. Mhm. Absolument. Et donc, elle devient française en 37 et, dès 39, dès 39, il y a la déclaration de guerre. Voilà. Et là, Joséphine est saisie. Joséphine est saisie, elle ne réfléchit pas, elle dit, elle convoque chez elle au Vésinet, là où elle habite, le capitaine Aptet, qui est le chef du deuxième bureau, et elle lui dit, elle convoque parce que c'est une star, hein, donc, et elle lui dit, capitaine, la France a fait de moi ce que je suis. Je lui dois tout. Faites de moi ce que vous voulez, je vous donne ma vie. Après avoir prononcé cette phrase merveilleuse, elle demande à Aptet ce qu'elle peut faire pour prouver son effort de guerre. Et Aptet, après avoir réfléchi, parce qu'ils ont un mauvais souvenir avec une autre artiste qui est Mata Hari. Mhm. Donc, Mhm. finalement, Aptet a fini par, et lui-même convaincu par la sincérité de Joséphine, Mhm. son amour sincère de la patrie, et il finit par convaincre le système politique et militaire. Et Joséphine est engagée pour faire d'abord dans l'IPSA, les infirmières pilotes de l'armée, parce que même si elle n'a jamais piloté pour les armées, Joséphine, elle a passé son brevet de pilote en 37. C'est quand même assez incroyable. Mhm. Donc, et donc elle sera engagée. En fait, on utilisera sa notoriété. C'est une star Mhm. mondiale pour faire du renseignement. Comme elle est une star, elle est invitée dans toutes les soirées mondaines, y compris dans les ambassades italiennes, etc., où elle fait du renseignement. On lui demande qui était là, qu'est-ce qui a été dit, etc. Puis ensuite, elle fera du renseignement pendant ses tournées. Donc, vous savez, ces anecdotes avec les partitions où sont écrites avec l'encre sympathique des informations confidentielles. C'est une star, évidemment, lorsqu'elle passe les frontières, c'est plutôt hello, hello que vos papiers, madame. On lui demande son passeport ou on lui tend des papiers, mais c'est plutôt pour qu'elle signe des autographes. Mais Alexis, ça ne veut pas dire qu'elle ne prenait pas de danger, parce que s'il y avait eu un contrôle, et c'était tout à fait possible, eh bien, elle aurait été fusillée sur l'heure. Mhm. Donc Joséphine prend des risques à la fois pour sa carrière et Et sa vie. évidemment pour sa vie. Tout à fait, pour sa vie. Donc, alors je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe pendant la guerre parce que ce serait un peu long. Elle est à la fois très malade et en même temps, même malade, elle continue de faire du renseignement. Elle rencontre De Gaulle en 43 puisqu'elle fait des concerts au profit de la France libre. Elle fait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power, Mhm. c'est-à-dire qu'elle met elle utilise sa notoriété pour faire connaître De Gaulle, parce que vous savez que De Gaulle n'était pas particulièrement Absolument. désiré par les Alliés. Voilà. Donc, après-guerre, elle reçoit de nombreuses et très prestigieuses décorations. Et puis, euh, et puis, elle continue à ce moment-là ses tours. Elle continue les Milan, bien sûr, où elle s'est installée en 39, elle a acheté le château en 39, parce qu'avant-guerre, c'est l'artiste la plus riche d'Europe. Et puis, elle continue des tournées aux États-Unis. Mais aux États-Unis, elle demande par contrat à ne chanter que devant des salles en mixité. Je vous précise ça pourquoi? Mhm. Parce que elle perd de ce fait
des dizaines, des centaines de contrats et donc des centaines de milliers de dollars. Mhm. On s'en rappellera plus tard. Il y a un événement aussi en 51 qui est terrible et qui est l'événement du Stork Club. Le Stork Club, c'est quoi? C'est un restaurant à New York, qui est un restaurant à la mode où le tout New York va. Donc, Joséphine est avec des amis, elle se présente, c'est une star, on la laisse rentrer, mais elle est noire, on ne la sert pas. Et ce petit cinéma un peu malsain dure 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, ses amis disent bon ben viens, on y va. Et elle dit, ça c'est Joséphine, elle dit c'est hors de question que je quitte un endroit où j'ai été volontairement humiliée. Elle va au bar, elle prend le téléphone du restaurant, elle appelle son avocat, qui est aussi l'avocat du NNACP, l'association de défense des droits civiques. Elle fait venir un huissier, elle fait venir la police. Tout ça monte en esclandre, évidemment, et elle finira, grâce à l'engagement, son engagement personnel et par les associations, et grâce aux associations, elle finira par faire fermer le Stork Club. Et ça n'était pas une mince affaire, Alexis, parce que le propriétaire du Stork Club était membre du Ku Klux Klan, antisémite, raciste, avait extrêmement de pouvoir et d'argent. Donc elle a été, encore une fois, tout à fait courageuse. Donc, alors, on va retourner en France avec les Milandes, où là, après avoir parlé de la Joséphine de liberté, on va parler de la Joséphine engagée dans la fraternité. Et là, elle crée cette fameuse famille, cette fameuse tribu arc-en-ciel, extraordinaire projet, extraordinaire réalité. Comme elle est Joséphine Baker, à chaque fois qu'elle fait une tournée, pratiquement à chaque fois, ça durera 12 fois, puisqu'elle adoptera 12 enfants. Elle adopte 12 enfants. Elle adopte des enfants qui viennent de toutes les origines, de toutes les religions. C'était pas une athée au sens qu'on connaît nous, Joséphine, de toutes les religions, et parce qu'elle veut montrer que, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos différences, on peut vivre ensemble à la condition, bien entendu, de faire un effort. C'est pas quelque chose qui est naturel. Et en ce sens, elle incarne merveilleusement la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry qui est « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Ouais. Qui est d'ailleurs présente, si je dis pas de bêtises, sur les murs du Grand Orient, non? Et oui, tout à fait. D'ailleurs, je veux, à cet égard, vous avez raison de le rappeler, rappeler que Joséphine Baker a été initiée en 1960 à la Nouvelle-Jérusalem, à la Grande Loge féminine de France. Ouais, on va en parler, on va y arriver à son cursus maçonnique. Pour l'instant, effectivement... Je voudrais juste rappeler une chose qui est quand même importante, pardon, c'est la marche de Washington en 63. En 1963, vous savez, il y a un homme extraordinaire, Martin Luther King, qui fait une marche pour les droits civiques aux États-Unis. Il prononce un discours durant lequel il prononce cette phrase qui est fondamentale pour l'histoire des États-Unis et plus largement pour l'histoire de l'humanité, qui est « I have a dream ». Et juste avant qu'il fasse son discours, il a demandé à une femme, la seule femme, de prendre la parole. Et cette femme, c'est qui? C'est Joséphine Baker. Joséphine Baker, donc avant le pasteur King, va s'adresser pendant la marche de Washington devant des centaines de milliers de personnes et elle dit son amour du combat pour le pasteur Martin Luther King. Elle dit son désir d'engagement depuis longtemps d'ailleurs pour les droits civiques. Et en France pour la LICA, auquel elle adhère en 1938. Et elle fait ce discours comment, Alexis? Elle fait ce discours en uniforme de lieutenant de l'armée française avec toutes ses décorations. Donc elle envoie un double message. Oui, je suis avec vous, mes frères et mes sœurs noirs, mais j'ai choisi la France, qui est un pays
formidable. Mmh. Et je veux juste encore, parce que c'est lié à cette histoire de la marche de 63, à l'issue de la marche, un journaliste de CBS lui demandera, mais Madame, qu'est-ce que ça vous fait d'être l'icône du peuple noir? Alors elle lui répond, I beg your pardon. Il lui repose la question, mais elle lui dit, mais monsieur, il n'y a pas de peuple noir, il n'y a pas de peuple blanc, il y a le genre humain. Et ça aussi, c'est Mmh. Joséphine, ça c'est très important. Non, ça c'est très important ce que vous nous expliquez, parce qu'effectivement, ça a été une femme qui était extrêmement impliquée dans les luttes et les combats de son temps. Elle a eu mille et une facettes humanistes, et c'est là que c'est vraiment passionnant ce que vous nous racontez, parce que elle a déjà elle a cette force de courage, de combat, de volonté, de détermination, parce qu'elle baisse jamais les bras. Jamais. C'est un bulldozer quelque part. Elle continue à avancer En fait, elle, malgré les elle contraintes. est, elle est, je ne sais pas si c'est un bulldozer parce que il y a jamais de colère ou de haine chez Joséphine. Il y a de la joie. Elle est portée par une espèce de joie. Elle a une résilience portée par toutes ceux qui l'ont approchée. Mhm. On dit, elle est extrêmement joyeuse, extrêmement simple et extrêmement sympathique. Donc, je comprends ce que vous voulez dire par l'image du bulldozer, mais Oui, c'est en fait, elle c'est est, pas dans la violence, c'est dans l'action d'être tout le temps en avancée perpétuelle malgré les obstacles, effectivement. ah oui, Ah ouais. tout à fait, tout à fait. C'est des obstacles parce qu'elle ne connaîtra que ça de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors, dans son projet extraordinaire hein, de tribu arc-en-ciel, euh, au Milan, avec cette adoption de 12 enfants venus, avec Jo Bouillon, hein, faut le préciser, c'est quand même son mari, et il a été très engagé à ses côtés. Euh, elle est, ils vivent une vie à la fois, évidemment, imaginez bien, euh, eux ils disent une colonie de vacances permanente. Bon, euh, mais mais euh, mais tout ça a un coût important. Alors d'un côté, évidemment, Joséphine travaille, c'est une femme qui travaille, qui subvient à ses besoins, euh, tout en respectant son idéal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle refuse de chanter dans des salles dans lesquelles il n'y aurait pas un public, il y a un public ségrégué. Donc, encore une fois, ça lui fait perdre énormément d'argent. Et il y a un moment, son projet de faire une université de la fraternité universelle au Milan. Je rappelle qu'elle a amené l'électricité au Milan à Mhm. ses frais, qu'elle a amené l'eau courante au Milan à ses frais, l'école, les transports. Enfin voilà, c'est vraiment elle, elle développe, elle met en pratique une vision humaniste, euh, mais étant à la fois pas toujours entourée de gens bienveillants, elle finira par avoir des difficultés financières insurmontables. C'est le tonneau des Danaïdes, hein, parce que c'est un endroit qui est gigantesque, qui demande un entretien phénoménal. Et au bout d'un moment, en plus, bon, il y aura eu des difficultés, on va dire, d'intégration aussi. Bon, voilà, donc elle finit par devoir, elle est contrainte dans des conditions terribles à vendre les Milandes et elle se retrouve dans une relative difficulté. Et là, rappelez-vous l'épisode du Stork, le Stork Mhm. Club. Mhm. Il y a une femme qui était là, une jeune artiste, qui voit Joséphine se battre, qui voit Joséphine euh, faire preuve d'un courage exceptionnel. Et cette jeune artiste, c'est Grace Kelly. Et quand Grace Kelly sera devenue princesse de Monaco, puisqu'elle épouse, vous savez, le prince Régnier III, elle se souviendra du courage de Joséphine et que lorsque Joséphine sera en difficulté matérielle, elle la, d'abord elle la fera venir 3 mois en vacances en principauté, puis à l'issue de ces 3 mois, elle lui proposera une maison qui est en lisière de la principauté à Rebrune-Cap-Martin.
et, et elle lui proposera de s'y installer. Joséphine rachètera la maison, d'ailleurs, par le fruit de son travail. Et donc ça, c'est déjà quand même un acte merveilleux entre deux femmes américaines de naissance. Et il y a une chose peut-être pas encore plus merveilleuse, mais tout aussi merveilleuse, c'est qu'elle lui permettra de remonter sur scène. D'abord à Monaco, au Sporting, et ensuite avec Jean-Claude Brialy notamment. Et Mhm. ensuite, Jean-Claude Brialy lui proposera de venir refaire le spectacle à Paris, au théâtre de Bobino. Et elle remonte sur scène, elle a beaucoup d'appréhension, elle se dit, mais il y a Jean-Claude Brialy, tu sais, ça fait 50 ans que j'ai pas chanté à Paris. Enfin, que les gens, voilà, c'est pas 50 ans, elle exagère, elle a commencé en 25, mais, euh, mais elle le fait, et là, c'est pas le tout Paris qui vient, c'est le monde entier qui vient. Il y a les Stones, il y a Sophia Loren, il y a, Mhm. il y a évidemment les Princes de Monaco, enfin voilà. Donc il y a Lynn Renault, Brialy, il y a le monde entier est là, et c'est un triomphe magistral pendant 20 minutes de standing ovation. Et puis 3 jours après, la première, parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, parce elle a fait un régime pour retrouver le poids qu'elle avait en 1925. Le spectacle dure 3 heures, il est magnifique. Eh bien, elle est fatiguée après la répétition, elle rentre chez elle et comme Molière, elle ne se réveillera pas et elle décède dans son lit. Mais elle décède, alors c'est triste, bien entendu, et en même temps, elle décède 50 ans presque jour pour jour après avoir renoué avec son public parisien. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire Ouais, c'est une histoire et très magnifique. émouvant. Mhm. Magnifique. Mhm. Et les Parisiens, vous savez, elle recevra des funérailles à l'église de la Madeleine. Il y aura 30 000 personnes qui suivront son cercueil. Et à la sortie de l'église, elle reçoit des funérailles avec les honneurs militaires. C'est la première fois qu'une femme américaine, enfin native américaine, puisqu'elle était française, recevait des funérailles avec les honneurs militaires. C'est vous dire combien la France et les armées lui étaient reconnaissantes de son engagement pendant la guerre. Alors justement, elle était une vedette extraordinaire en son temps. Alors ça, c'est à peu près cohérent finalement, mais elle l'est toujours 47 ans plus tard. C'est-à-dire qu'elle reste une icône. Et aujourd'hui, enfin, on pourrait dire un phénomène fashion ou une hype, mais un peu plus que ça même, parce qu'elle s'affiche notamment à guichet fermé désormais dans des théâtres parisiens. Euh, à quoi est dû finalement ce grand retour populaire et cette reconnaissance de l'auteur, je disais 47 ans après sa mort? Alors, à quoi est due? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'elle est exceptionnelle. Peut-être que la panthéonisation a joué, si vous voulez, un rôle. Parce que souvent, les gens avaient une image de Joséphine qui était très floue. Au mieux, c'était la ceinture de banane. Mhm. Enfin, au pire, d'ailleurs, pas au mieux. Et parfois, c'était rien du tout. Donc, la plupart du public ignorait tout son parcours de femmes engagées dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme avec la LICRA qui deviendra la LICRA, ce sont ces actions aux États-Unis. Alors il y a Martin Luther King, mais bien entendu, mais il y a des actions beaucoup plus en amont et ça continuera après. Son engagement dans les armées d'abord, en 39, puis dans la résistance auprès du général de Gaulle. Donc dans son sillage. Donc je crois que la cérémonie d'entrée au Panthéon a permis de mettre en lumière euh, l'ensemble du parcours extrêmement exceptionnel de Joséphine Baker et en a fait un modèle. Et un modèle pour la République du possible, parce que elle arrive avec tout contre elle et elle se bâtit un destin exceptionnel. Je vous rappelle qu'elle rentre au Panthéon. 81 personnes au Panthéon. Mhm. Elle rentre de plein pied dans l'histoire de France. Euh, Comme elle disait à la fin d'un petit concert
enfin d'un grand concert, parce que ce qui sera son dernier concert aux États-Unis. Bon, elle ne le savait pas, parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait décéder 2 ans plus tard, mais elle fait un concert à Carnegie Hall, et là, c'est un triomphe absolu, une demi-heure de standing ovation, et à la fin, elle met les mains en avant pour faire taire le public, et elle dit, pas mal pour une petite noire de Saint-Louis. Vous voyez, c'est tout ça, Joséphine aussi, c'est cette espèce d'accessibilité, d'humilité, cette exemplarité. C'est aussi la République, elle porte en elle, dans son combat, les valeurs de la République française qu'elle a défendue à un moment où il n'y avait pas beaucoup de citoyens pour la défendre en 39, je vous rappelle. Pas beaucoup non plus qui étaient allés dans le sillage du général de Gaulle. Donc voilà, elle porte aussi les valeurs d'égalité, je les ai rappelées, hein, avec Martin Luther King, avec la LICRA, et les valeurs de fraternité, avec évidemment la tribu arc-en-ciel, les valeurs de liberté. Elle est par exemplarité une femme libre, pas une féministe engagée. Elle est féministe par l'exemple, par son courage. Moi, je trouve que c'est formidable. Formidable. C'est vrai que c'est une belle représentation de notre devise nationale. De la République. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vous savez, c'est la première artiste du spectacle vivant. Donc, soyons honnêtes, c'est plus facile de se projeter dans une personne aussi populaire que Joséphine Baker, que au-delà de leur mérite exceptionnel, que dans le personnage de Germaine Quillion, Geneviève Anthonioz de Gaulle, voyez, ou Marie Curie, qui sont des personnages tout à fait extraordinaires, mais un peu plus hermétiques pour le grand public. Et Joséphine, c'est un personnage qui est accessible, qui est populaire au bon sens du terme. Alors, moi j'ai une autre question, ceci étant, assez curieusement, elle est très peu présentée dans les médias en sa qualité de franc-maçonne. Que sait-on, vous en avez abordé quelques points tout à l'heure, que sait-on finalement de son initiation et de son parcours dans l'ordre ? Alors, elle est initiée en novembre 1960 à la Nouvelle-Jérusalem, à la Grande Loge féminine de France, et ce sera la seule et unique tenue à laquelle elle assistera. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est symbolique. Enfin, c'est pas nous qui allons avoir peur des symboles. Moi, j'ai envie de vous dire sur ce sujet que Joséphine, avant d'être initiée, elle était déjà maçonne. Et voilà, c'est ce que j'allais demander. Après son initiation, elle était toujours maçonne. Et que finalement, elle est venue en loge pour chercher son tablier. Mais, et que, oui, bah, bien entendu, elle payait pas ses capitations. Je vous rappelle qu'elle avait des problèmes d'argent. Bien entendu, elle n'était pas présente. Oui, mais quand on initie une star, on peut pas lui demander d'avoir une régularité, j'allais dire comme un frère ou une sœur qui n'a pas les mêmes types d'engagement. Ça arrive toujours, ces deux points arrivent toujours à un certain nombre de frères ou éventuellement de sœurs, hein, d'ailleurs. Et qui ne sont pas des stars. Et donc, qui ne sont pas toujours des stars. Voilà. Donc, je vous rappelle, prenons Gambetta, par exemple, dont on se rengorge à juste titre, hein, d'ailleurs, sur le fait qu'il était franc-maçon. Il est venu 2 fois en loge. Donc, personne ne le lui a reproché. Donc, idem pour Voltaire. 2 poids, 2 mesures. Qui est même pas venu 2 fois. Voltaire, le pauvre, il est mort. Donc ça, on peut pas. Il a été initié 78 jours avant sa mort. On peut pas lui en faire le reproche. Mais Gambetta, il aurait pu venir plus souvent. Enfin, vous voyez, quand on initie des personnalités connues, il y a ce risque d'un défaut d'assiduité. Bon, c'est pas très grave, vous voyez. Moi, je pense que ce que Joséphine a apporté à la franc-maçonnerie en termes d'exemplarité, ça vaut bien quelques tenues ratées. J'aime beaucoup cette approche que vous mettez, qui est de dire finalement elle était franc-maçonne avant même d'être initiée. Et ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, l'initiation vient finalement comme une remise de diplôme, j'aurais tendance à dire, comme quelque chose qui vient consacrer son action maçonnique préalable à l'initiation. En fait, je trouve le concept ou l'idée très intéressante.
Ben oui, parce que vous savez, on dit la maçonne sans gants ni tablier. Bon, ben voilà, elle, il se trouve, c'est une maçonne sans gants ni tablier qui a fini par récupérer un tablier. Mhm. Et, mais euh, j'ai envie de dire, c'est anecdotique, vous savez. Alors, que les choses soient bien claires, mes frères et mes sœurs, c'est très important d'être assidu et de payer ses capitations. Parce que nous ne sommes pas toutes et tous du niveau de Joséphine Baker. Oui, et puis si vous payez pas, de toute façon, c'est votre parrain ou votre marraine maçonnique qui devra le Voilà, faire pour vous. Donc, voilà. plus sérieusement, finalement, quelle est l'empreinte réelle de Joséphine Baker dans la maçonnerie hexagonale? Parce que, effectivement, c'est quelqu'un qui a eu sur la nation, sur la République, une importance considérable en son temps. D'un point de vue purement maçonnique, comment on pourrait résumer ben voilà, cette empreinte de Joséphine Baker? Alors, j'ai envie de vous dire, Alexis, que nous sommes en train de la découvrir, cette empreinte. Euh, Parce que, justement, du fait de l'exemplarité de Joséphine Baker, je crois que elle va maintenant s'inscrire, bien, elle s'est inscrite dans l'histoire de France, elle s'est inscrite dans l'histoire de la nation, parce que je vous rappelle que c'est pas le top 50, hein, le Panthéon. On n'y Non. rentre pas parce qu'on est connu. On y rentre par l'apport que l'on fait à l'esprit Mhm. civique de la nation. Par ailleurs, je veux souligner aussi une chose, c'est pas Joséphine Baker, elle n'est pas rentrée au Panthéon parce qu'elle était une femme ou parce elle n'était pas blanche. Elle est rentrée au Panthéon aussi par l'apport civique qu'elle a fait à l'esprit de la nation. Mhm. Tant mieux, ça fait une femme de plus, et tant mieux, ça met de la diversité. Mais c'est pas l'objectif premier. Et Donc, vous rappeliez le vraiment faible nombre de personnes qui sont au Panthéon. Donc ça, 81 ben personnes, voilà, oui. Ouais. ça relève encore plus l'importance de son action. Ah ben oui, bien entendu, c'est une action. Enfin, pour moi, une femme exemplaire, c'est un modèle et elle est inspirante. Vous savez, on fait des projections du documentaire Joséphine Baker, Un destin français, qui a été réalisé par Dominique Eloudi et que j'ai écrit. Euh, euh, et ce film, il montre un peu tout ce que je viens de vous raconter. Et je vois les réactions à toute génération, hein, des personnes qui l'ont connue, mais aussi des personnes qui en ont entendu parler, et des jeunes qui, eux, la découvrent. Et moi, je vois de l'enthousiasme, je vois une capacité à rassembler. Et, je vais vous rappeler quelque chose. Le 30 novembre, quand il y a eu cette cérémonie magnifique d'ailleurs au Panthéon, et grâce au président de la République, Emmanuel Macron, euh, eh bien, euh, c'est un moment qui est quand même à marquer d'une pierre forte, puisque c'est tout de même un des rares moments ces dernières années où nous avons eu l'unanimité nationale, Mhm. où nous avons eu un accord de la France insoumise, en passant par Renaissance, en passant par le Parti socialiste, le Parti communiste, euh, les Républicains, le Rassemblement national. Tout le monde était d'accord pour que Joséphine Baker soit un hommage lui soit rendu au Panthéon. Excusez-moi, c'est formidable. Mhm. Ça fait du bien aussi. Mhm. Puis c'est cet esprit de joie. Ça fait du bien aussi. Franchement, on sortait du Covid, il y avait on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait le conflit que l'on vit actuellement. Vous voyez, dans ces moments-là, ça nous a fait du bien et Mhm. ça nous fait encore du bien. Et, Eh bien, et peut-être que c'est ça aussi le patrimoine maçonnique qu'elle apporte. est-ce que justement, c'est pas finalement une icône, et comme toutes les icônes, c'est une personne qui a un côté intemporel. Oui. Ce qu'elle représente en son temps, ça on le sait. Ce qu'elle représente aujourd'hui pour nous, finalement, on s'y retrouve dans ses valeurs, et finalement, peut-être que dans 100 ans encore, elle sera tout autant à la page, tout autant, je dirais, à la mode, ou dans son temps, parce que c'est quelque chose d'absolument intemporel, cette représentativité du combat, des valeurs, notamment, vous en avez parlé, des valeurs de la République, voilà. Alors, écoutez, j'en fais le pari, mais je ne suis pas voyant.
Donc, je ne sais pas, Pas encore. mais pas encore, voilà, il y a peu de chance. Oui, enfin, je crois que, parce que c'est des valeurs de fraternité, c'est des valeurs d'humanisme. Voilà. Donc, pour les humanistes, et je crois que nous sommes nombreux, les humanistes, hein, même si nous ne sommes pas ceux qu'on entend le plus en ce moment, je crois que nous sommes nombreux et qu'elle permet de nous réunir et d'être fiers d'un Sur des modèle socles qui communs nous a... idéologiques. Voilà, Mm. exactement, mais pas idéologique. Moi, j'aime pas les idéologies. Pour moi, l'idéologie, c'est de la pensée magique, mais fermons la parenthèse. C'est des idéaux, Ouais, qui n'est des pas la idéaux. même chose. Voilà, on est d'accord. Des idéaux. Mm. Et voilà, donc elle est tout à fait, effectivement, rassembleuse, porteuse d'espérance et porteuse de lumière d'une certaine manière. Mm. Oui, c'est vraiment une sœur, comme moi j'aurais aimé la fréquenter, oui, c'est Mhm. certain. Alors, Mais d'une certaine manière, je la fréquente. toujours, elle était prédestinée finalement. Alors, je fais un petit clin d'œil parce que de son second Oui, employeur, pardon, qui s'appelait Monsieur Mason, à son amoureux qui était tailleur de pierre, et puis en passant par ses initiales JB quand même, elle était quand ouais, même ouais. prédestinée à rejoindre l'ordre. Alors, soit elle était prédestinée, soit c'est une reconstitution, quelque chose que nous détectons, nous, a posteriori, mais peu importe. Il y avait quelque chose, elle était surtout prédestinée par son caractère, elle Mhm. était prédestinée Par sa par sa force. force, sa Mm. vigueur, par sa joie, par sa résilience, par sa capacité de combat, de conviction. Voilà, je crois que je vais vous dire un truc, Alexis. On a de la chance qu'elle ait été initiée. Franchement. C'est vrai. Ça fait, on a de la chance. Voilà. Alors justement, Laurent Kupferman, on a passé un moment exceptionnel pour découvrir ce personnage de courage et d'adversité. Peut-être un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de Joséphine Baker et quel est son legs? Oh, son legs, une phrase, enfin, c'est compliqué, hein, parce que de retenir, il y a tellement de choses. Mais pour les jeunes, j'ai envie de dire, elle, elle disait à ses enfants, vous savez, il faut apprendre à se battre dans la vie, mais vous allez vous battre avec un stylo et non pas avec un pistolet. Moi, je trouve que dans la période dans laquelle on est, rappeler ce qui est du simple bon sens, et ce qui est aussi une valeur républicaine, l'instruction, l'accès au savoir, c'est une valeur républicaine. Je vous rappelle les lois Ferry, hein, qui permettaient l'émancipation. Eh bien, je trouve que ce petit rappel sur l'instruction, sur le fait d'aller vers le savoir et donc l'émancipation, je trouve que c'est un joli rappel. Évidemment, ensuite, il y a la maxime de Saint-Exupéry, mais je vous l'ai déjà Mhm. citée. Voilà, avec Joséphine, il y a tellement de choses à dire que son legs, il est multiple. Elle est une merveilleuse incarnation de l'humanisme et je suis très heureux, moi, du parcours que j'ai pu mener avec d'autres, avec elle, et, euh, et qu'elle soit aujourd'hui consacrée comme elle l'est dans ce euh, monument laïque considérable qu'est le Panthéon de la République française. Eh bien voilà, un podcast vraiment absolument passionnant grâce à vous, Laurent Kupferman. Mille fois merci Merci, de Alexis. nous avoir consacré autant de temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, ou quels sont les nouveaux projets ou les futurs projets maçonniques qui vous entourent, Laurent? Alors, j'ai un principe dans la vie, c'est que je ne parle jamais de mes projets pour deux raisons. Parce que d'abord, ça ne les fait pas accélérer. Puis deuxièmement, s'ils ne se réalisent pas, j'ai l'air d'un... Eh ben voilà, on, Voilà, on va garder le secret et on aura, voilà, j'espère, plaisir de vous retrouver lorsqu'ils seront publics et sortis. En tout cas, encore une fois, voilà, mille vous fois m'avez compris. merci. Vous nous avez Je fait vous en prie. partager tout l'amour que vous avez pour cette sœur extraordinaire au destin incroyable, vraiment une vie
1000 vies en une seule vie. Et vraiment, je suis certain que tout le monde aura pris beaucoup de plaisir à mieux connaître Joséphine Baker, voilà, du profane à la lumière. Laurent Kupferman, au revoir. Au revoir.